Bonsoir, nous sommes le mercredi 30 mars. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités et des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce matin, une soixantaine de migrants a été accueillis au centre d'hébergement des Mortemais à Versailles. Plus tôt dans la matinée, ils avaient été évacués de la station de métro Stalingrad à Paris où ils étaient installés. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Demain, jeudi 31 mars, nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi de travail de la ministre Myriam El Khomri. Les étudiants sont attendus dans la rue. Pour nous en parler ce soir, nos invités, deux représentants yvelinois de syndicats étudiants de l'UNEF et de l'UNI. Et enfin, le département fait le point sur ses orientations culturelles futures. Une réunion avait lieu cet après-midi à l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux afin d'évoquer les différents dispositifs et projets mis en place par le département. Et installation aujourd'hui du comité opérationnel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans le département. Une structure qui permettra de traduire sur le terrain la politique du gouvernement dans ce domaine. Éducation, répression face notamment aux 23 actes répertoriés dans les Yvelines en 2015. On notera ainsi les 42 procédures engagées l'an dernier au parquet de Versailles pour diffamation et injures en raison de la race, la religion ou encore la nation d'origine. Le gouvernement entend ne laisser aucun incident sans suite. Il entend aussi former les citoyens, comme vous allez l'entendre. Là, je vous donne un exemple. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en ligne un site portail de ressources pour pouvoir justement parler de ces choses-là avec des fiches pratiques. La laïcité, comment en parler? La liberté d'expression, comment en parler? Pourquoi on dit racisme et antisémitisme? Toutes ces questions-là, vous prenez un public d'âge scolaire, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, ces questions sont posées. Donc il faut pouvoir y répondre, parce que si on n'y répond pas avec de bonnes réponses, avec de bons outils, avec des repères historiques, juridiques et autres, on peut être certain que sur les réseaux sociaux, sur Internet, on va trouver des réponses et ce ne sera pas toujours les bonnes. Et je vous le disais en titre, une soixantaine de migrants accueillis à Versailles, le centre d'hébergement d'urgence des Mortemais. Accueillis ce matin, des migrants évacués de la station Stalingrad à Paris. Ils étaient installés depuis environ 3 semaines dans ce campement, essentiellement soudanais, érythréens et afghans. Ils étaient plusieurs centaines et une soixantaine a été pris en charge et conduit par la Croix-Rouge des Yvelines. Selon nos confrères du 78 Actu, 10 bénévoles de l'action sociale et une équipe de 4 secouristes de la Croix-Rouge étaient présents pour procéder aux premières formalités comme leur enregistrement et leur installation. Et tout autre sujet à présent, cet après-midi, l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux a accueilli la culture dans ses locaux, ou plutôt les acteurs culturels des Yvelines. Directeurs de théâtre ou élus locaux, ils étaient plus d'une centaine à assister à la présentation des orientations culturelles du département, menée par Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture. Cette réunion a fait le point sur les différents dispositifs mis en place par le département. Un reportage signé Camille Lambert. Avec la baisse des dotations de l'État, quel avenir pour la culture dans les Yvelines? Mercredi 30 mars, à l'Estaca de Montigny-le-Bretonneux, le département a fait une présentation de ses orientations culturelles pour les années à venir. Une réunion qui faisait suite aux journées d'échange de décembre dernier entre élus locaux et acteurs culturels. On a dû réfléchir, bien sûr, pour ne pas abandonner la culture, parce que ce n'est pas du tout notre principe, et c'est surtout, on a très envie, au contraire, d'accompagner, et bien de mettre en place des dispositifs qui sont des dispositifs, je dirais, qui demandent plus de participation, plus d'échanges, et de nouveautés, et de remise en question, peut-être. Directeur de théâtre, metteur en scène et élu du territoire, plus d'une centaine de personnes ont assisté à cette rencontre. L'objectif pour le département, réaffirmer son engagement pour la culture et présenter les différentes solutions imaginées. Il a par exemple lancé un appel à projet afin de soutenir le développement culturel et les initiatives les plus prometteuses. La problématique, c'est simplement la méthode aujourd'hui du partage que l'on doit faire entre les différents territoires pour continuer d'accompagner la culture. Quand vous voyez l'État, la région, le département, les intercommunalités et les collectivités, chacun devra retrouver une place qui est la sienne pour pouvoir repositionner un équilibre. On est vraiment en train de dessiner ce que sera le spectacle vivant dans les 10, dans les 15 ans à venir. Pour moi, la question, c'est à moyen terme, d'avoir un paysage relativement harmonieux sur le plan culturel.
Après étude des candidatures, le versement de l'aide pour les projets commencera en septembre. De nouvelles réunions auront lieu dans les prochains mois pour concrétiser les différents dispositifs imaginés par le département. Et nous ouvrons une page politique à présent. Ils sont 11 à s'engager dans la primaire à droite en vue de la présidentielle de 2017, mais un seul est pour le moment qualifié, le député yvelinois Jean-Frédéric Poisson, 53 ans. Si les autres devront trouver des parrainages d'élus à travers toute la France, ce dernier, en tant que président du Parti chrétien-démocrate, n'aura pas à répondre à cette obligation. En tant que formation autonome, elle peut désigner son candidat et n'a besoin que d'une confirmation du bureau politique des Républicains. C'est désormais chose faite depuis hier soir et malgré ce privilège, Jean-Frédéric Poisson n'est pas tendre avec ses adversaires. On l'écoute, il était ce matin au micro de Fanny Bourdillon. Je pense que l'immense majorité des candidats qui se sont présentés, sinon tous, étaient membres du gouvernement. En mai 2012, lorsque nous avons perdu les échéances présidentielles et législatives, d'une manière ou d'une autre, leur responsabilité est engagée dans ce qui a été notre défaite au printemps il y a 4 ans. Et deuxièmement, le message que je porte jusqu'ici n'a pas d'équivalent. Je suis un candidat qui affirme je ne veux pas donner plus de droits qu'il le faut à la logique de marché. Je ne suis pas libéral, je ne suis pas atlantiste, je ne suis pas fédéraliste sur le plan européen, alors que tous mes autres concurrents le sont. Il est temps à présent de passer à notre entretien. Demain, jeudi 31 mars, nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme du Code du travail proposé par la ministre Myriam El Khomri. Les étudiants moteurs dans cette mobilisation seront dans la rue. Pour nous en parler ce soir, 2 invités sont en plateau avec nous. Léa Lacube, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNEF dans les Yvelines et Rudy Mirzen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNI à l'UVSQ. Alors il y a déjà eu 2 mobilisations. Le mouvement prend donc de l'ampleur. C'est la dernière mobilisation demain selon vous ? À voir après ce qui est proposé par le gouvernement. Je sais qu'au niveau des coordinations nationales, il y a probablement une autre date de mobilisation qui est prévue la semaine prochaine. Mais la mobilisation, elle se fait en fonction aussi de ce qui est décidé et des évolutions qu'on peut avoir sur ce projet de loi. Vous vous attendiez à un mouvement de telle ampleur par rapport à ce projet de loi ? On s'attendait, vu la portée réformatrice qu'on porte à ce texte, que évidemment des étudiants se mobilisent. Donc nous, on n'a rien contre ça, on est en démocratie. Le fait que des étudiants se mobilisent pour la politique, c'est une très bonne chose. Après, c'est évidemment pas une question de fond, c'est une question de forme. Nous, on est opposés à, si vous voulez, de faire en sorte que l'université soit prise en otage par ça. C'est dans le débat citoyen que cela doit avoir lieu. Donc on ne comprend pas les blocages, même s'il n'y en a pas eu à Versailles 50 ans en Yvelines. Mais dans les autres facultés, on a pu voir les agissements à Tolbiac qui sont inadmissibles, justement pour faire de l'université un lieu de savoir et de transmission des connaissances. Après, la mobilisation, bonne chose ou pas mauvaise chose, ça fait partie du débat démocratique. Donc à partir de là, on peut juste faire en sorte que cette mobilisation se passe bien et éviter tous les débordements qui sont inutiles. Alors pour l'UNEF, demain, Léa Lacube, l'UNEF appelle au rassemblement au Théâtre de 50 en Yvelines, ensuite donc au rassemblement à Paris. Vous-même, vous ferez partie de cette mobilisation ? Oui, alors on organise avec une interorganisation qui s'est montée sur le VSQ une assemblée générale à 10h30 d'abord au bâtiment d'Alembert. Où on convie tous les étudiants à venir. Et c'est dans le cadre de cette assemblée générale qu'on décide démocratiquement des moyens d'action aussi qu'on met en œuvre. Et donc, effectivement, il n'y a pas eu de blocus pour le moment qui a été voté. Il y en aura un peut-être C'est pas d'actualité. Les étudiants se mobilisent d'eux-mêmes. Pour le moment, il n'y a même pas besoin de bloquer l'UVSQ pour que les étudiants se mobilisent sur cette question. Et effectivement, on n'a pas l'intention de prendre en otage les étudiants qui veulent aller en cours. Donc l'UNI est contre le blocage, mais se mobilise quand même également ? C'est à la discrétion de chacun. Chacun est citoyen, pas de consigne. Chacun a le droit d'avoir ce qu'il veut. Simplement, c'est que l'UNI ne comprend pas comment est-ce qu'on apporte une si grande importance à un texte qui n'est pas si réformateur, qui est un peu à l'image du gouvernement, c'est-à-dire des réformettes, qui avancent sans avancer, qui reculent comme avec la déchéance de nationalité, qui va pas très loin. Donc en somme, on a le droit de manifester pour tout, on est en France, mais on ne comprend pas l'ampleur. Mais on l'accepte, c'est la démocratie, donc il n'y a aucun souci. Léa Lacube, vous êtes d'accord, pour vous, c'est une réformette, ce projet de loi de travail ? Non. C'est-à-dire que ce projet s'inscrit dans tout ce qu'il y a pu y avoir ces 40 dernières années. On libéralise. Nous, on est contre justement le fait d'acter que c'est en flexibilisant encore les salariés, en leur demandant d'être une variable d'ajustement, qu'on va réussir à pallier le chômage,
à recréer du pouvoir d'achat et tout ça, au contraire. Donc non, c'est pas une réformette, ça ancre encore un peu plus le tournant que prend le gouvernement actuellement. Et là, au-delà justement, comme tu le disais, des réformes sur le loi du travail, sur la déchéance de nationalité, on pense que là, on est vraiment dans un virage sur le choix de société qu'on fait actuellement pour la France et même au niveau supranational. Et donc voilà, non, c'est pas une réformette et non, c'est quelque chose qu'on ne compte pas laisser passer et on comprend complètement l'ampleur des mobilisations actuelles. Rémi Merzen, beaucoup de jeunes étudiants dans la rue disaient que voilà, c'était un problème, cette flexibilité du travail, ça leur faisait peur. Pour vous, vous parlez de réformette. La problématique, c'est que qu'on le veuille ou non, ce code-là, cette loi qu'on dit El Khomri, déjà, elle a été trop modifiée pour elle a perdu de son sens. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, là, on a une sous-loi. Deuxièmement, c'est qu'après, le constat, il est là, c'est que ce code de travail n'est pas en vigueur et la situation en France, elle est dramatique au niveau du chômage, de l'emploi. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on décide que la situation, on s'en satisfait dans l'état actuel, ce qui, à mon avis, n'est pas possible. Soit on pense qu'il faut acter le processus de mondialisation, le processus qu'on est en compétition, c'est-à-dire accepter la compétition telle qu'elle est, c'est-à-dire le monde tel qu'il est, sortir de l'idéologie. Et par exemple, nous, en tant que jeunes, on doit savoir qu'on ne va pas vivre la même période que nos parents. On a une ubérisation de la société. Tu parlais de libéralisation. C'est un fait, malheureusement. C'est-à-dire qu'indépendamment qu'on soit pour ou contre, c'est un mouvement qui est mondial. C'est dans le voisin allemand, le voisin espagnol, les réformes italiennes. Et donc, c'est-à-dire qu'à nous de suivre le mouvement et de faire en sorte qu'on s'y adapte le mieux. Cette loi, elle ne comporte pas que de la perfection. Loin de là. Cette loi, elle ne va pas dans le fond du problème. C'est juste, moi, j'appelle ça réformer, c'est que dans le sens, on propose, on recule, et au final, il ne se passera rien, puisqu'au final, on sait tous très bien que ce gouvernement n'a pas de courage. Donc nous, simplement, cette loi, d'un point de vue, elle est nécessaire, mais elle ne va pas assez loin. Vous, par exemple, par simple accord, on peut passer de 10 heures à 2 heures de travail maximum par jour. Ça ne vous effraie pas, en tant qu'étudiant, notre monde du travail. C'est une flexibilité dans l'entreprise, se dire que chaque entreprise est particulière, c'est un monde à part, chaque entreprise a des besoins différents. Même moi, je suis salarié en dehors de mes études, évidemment que même moi, je passe des accords avec une convention collective, avec mon employeur. C'est une nécessité de s'adapter, puisqu'en gros, le but, quel est-il ? C'est de l'emploi. C'est que tout le monde veut un emploi maintenant. Le but maintenant, c'est plus de trouver un CDI, parce que malheureusement, on est dans une situation très précaire au niveau de l'emploi. C'est un emploi. Et justement, si on peut mettre un peu plus de flexibilité pour les entreprises, le PME, c'est le tissu industriel de la France, tissu économique, c'est elle qui embauche. Mais ça va pas justement précariser l'emploi selon vous ? D'un côté, ça va précariser l'emploi peut-être en favorisant les licenciements, mais si on favorise les licenciements, d'un point de vue économique, on favorise aussi l'entrée, puisque les PME seront plus rassurées de savoir qu'il y a une possibilité de s'adapter, puisqu'il ne faut pas se leurrer, si les PME ont le carnet de commandes qui est plein, elles embauchent. Qu'est-ce qui, Léa Lacue, vous effraie dans cette loi ? Selon vous, vraiment, les choses importantes à changer ? Comment on remplit le carnet de commandes d'une PME ? Pour moi, c'est aussi... ça fait partie d'ailleurs des contre-propositions qu'a l'UNEF, c'est justement en redonnant du pouvoir d'achat aux salariés, en leur permettant de consommer, qu'on va pouvoir justement remplir les carnets de commandes des PME et certainement pas en disant au patron non mais vous pouvez embaucher parce que vous pourrez virer plus facilement. Non, c'est pas acceptable. Et justement, il y a énormément de chômage chez les jeunes. Tu disais que le CDI, c'est un idéal, mais qu'on l'aurait pas. Je trouve ça très très défaitiste. Et justement, il y a une grosse mobilisation actuellement. Et moi, je me satisferais pas d'un CDI au rabais. Non, mais tu as raison. Mais le problème, c'est que si tu veux, la pure vision keynésianisme de l'économie, ça marche plus. La relance par la consommation, ça a fait on a bien vu dans les années 70, malheureusement, on a un monde tel qu'il est, ultra-libéral, indépendamment du simple exemple français. Ce qui fait que moi, évidemment, pour moi, l'absolu, je préfère un CDI, une stabilité toute ma vie, évidemment. Maintenant, il y a l'ubérisation de la société, l'économie, elle évolue. Et tu sais que le CDI est plus protecteur en Allemagne qu'en On va France. recentrer le débat. Pour l'UNI, le gouvernement donc, ne va pas assez loin. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement ? Eh bien, qu'il porte ses responsabilités. Il y a du chiffre de chômage qui est très très haut. Soit il fait des vraies réformes, on est pour, on est contre, mais des vraies réformes dans lesquelles on propose un texte, on va jusqu'au bout et on ne cède pas à la pression, que ce soit pour ces 10 derniers mois, ça avance à reculons. Ça avance à reculons. Pour l'UNEF, on demande le retrait de la loi, le retrait pur et simple. Il y a eu des reculs faits par le gouvernement, notamment suite aux mobilisations. On nous menaçait quand même d'un 49.3 au moment où ce projet de loi est sorti. Pour la faire passer en force, ça a été retiré. Il y a eu suite aux manifestations, il y a eu des dispositions qui ont été enlevées. Pour autant, il reste encore vraiment trop de plans sur lesquels cette loi n'est pas acceptable. Pourtant, la réforme du Code du travail, c'est indispensable. Les professionnels le disent, le gouvernement le dit. C'est aussi ce qu'il y a besoin de plus de discussions dans ce cas-là ?
Ah bah là, il n'y a eu aucune concertation, il n'y a aucune négociation. Enfin, déjà, il n'y a aucune négociation qui n'a été faite et il n'y a aucune négociation qui soit possible. Cette loi, c'est clairement pas une loi qui a été faite en concertation avec des salariés, c'est évident. Vous avez été reçu, enfin pas vous personnellement, mais l'UNEF a été reçu par le Premier ministre. Vous en êtes ressorti déçu, justement. Qu'est-ce que vous attendez pour une prochaine étape, plus de concertation, justement, avec le gouvernement par rapport à cette réforme ou la réforme du Code du travail? Ben oui, nous on est toujours ouvert, on est toujours ouvert à la concertation et effectivement on va tout le temps toquer aux portes du Premier ministre. Après là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un objectif de négociation sur cette loi, puisque de toute façon, l'esprit même de cette loi ne nous satisfera pas. Vous êtes d'accord, Rudy Murson, vous attendez la même chose aussi, de la concertation? Non, mais en fait, justement, on parle de concertation et on dit qu'il n'y a aucune concertation possible sur ce texte. C'est un petit peu contradictoire. Je pense qu'on peut débattre de tout. Il faut que la société elle accepte justement l'état dans lequel elle est. Indépendamment de ce qu'on pense de la loi du travail, il faut en parler. Et je pense que la négociation, c'est possible sur tous les textes, calmement, posément. Vous comprenez bien que nous, on ne la porte pas particulièrement à cœur parce que justement, c'est une réformette, je maintiens. Mais on peut négocier sur tout, on peut parler calmement, il n'y a aucun souci. Est-ce que selon vous, la jeunesse est prise suffisamment en compte par le gouvernement? Le président François Hollande a dit qu'il serait le président pour les jeunes. Vous êtes d'accord finalement avec ça? J'ai pas l'impression. Quand on parle de précarité, les jeunes sont particulièrement touchés. Il y a quand même 25% de taux de chômage chez les jeunes. On ne nous facilite pas l'entrée dans l'emploi. Là. On va enchaîner les CDD, les stages. Non, là, les jeunes ne sont clairement pas pris en compte. Je vous voyais acquiescer, Rudy. On va aller dans un ancrage plus local. On va revenir à Saint-Quentin-en-Yvelines. Jeudi dernier se déroulaient les élections internes, donc à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, des élections pour renouveler les membres du conseil d'administration et des différentes commissions. Jean-Luc Vessière, donc le président sortant, ne décroche que 20 sièges sur un total de 71, celle soutenue par son principal opposant Didier Guillemot, arrive en tête avec 34 sièges. Je vous propose d'écouter les réactions de Jean-Luc Vessière par téléphone. Je ne peux pas dire que les résultats me satisfassent pleinement, puisque donc je pensais que je pourrais faire un meilleur score en termes d'élus. Alors maintenant, ce qu'on constate, c'est que les résultats ne sont pas non plus très très clairs et très déséquilibrés. Je ne baisse pas les bras, c'est-à-dire que je pense que je peux essayer de rassembler donc évidemment les gens qui ont voté pour moi, enfin, les élus de mes listes, mais éventuellement les élus d'autres listes, et puis les élus étudiants, et après il y a la question quand même des extérieurs qui se pose aussi. Donc, ballotage défavorable pour le président sortant, même si rien n'est fait, car les étudiants aussi se sont prononcés dans d'autres commissions. Le nouveau chef de file sera désigné le 10 mai. On l'a entendu, Jean-Luc Vessière ne baisse pas les bras. Votre réaction par rapport à ça, justement, est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat de cette élection? Nous avons eu la chance de rencontrer Jean-Luc Vessière et nous allons rencontrer bientôt M. Guillemot. Déjà, en fait, on va voter pour le meilleur président pour la fac. On ne vote pas pour la personne. Et le but, c'est qu'on va voter pour le président qui défendra la professionnalisation des diplômes, qui aura le courage d'admettre la sélection en master, qui aura le courage de faire de l'université une préparation au monde du travail. Donc nous attendons véritablement l'entretien avec M. Guillemot. Et nous nous prononcerons en connaissance de cause pour les étudiants. Il y a un programme qui vous a plus tenté pour l'instant? On va dire que pour le moment, c'est partagé au sein même de la section et nous attendons véritablement les propositions concrètes hors du programme et voilà comment ils vont gérer la gouvernance de l'université. Et à la CUB, vous-même à l'UNEF, vous avez rencontré donc, les deux candidats. Voilà, votre réaction par rapport justement Nous, on ne donne pas de blanc-seing à un candidat en particulier. Voilà, on attend de voir les propositions qui seront faites, sachant que nous, c'est vraiment les étudiants qui seront au cœur de ce choix et les intérêts des étudiants. Et nous sommes contre la sélection en master. Donc, effectivement, c'est pas sur ça que nous allons porter notre vote. Mais actuellement, on n'a pas non plus de choix qui est fait. Vous attendez quoi de votre nouveau président de l'université? Qu'il ait également un certain courage politique, d'admettre que après la crise budgétaire qu'a connue l'UVSQ, c'est pas possible de continuer comme ça. Un président également qui ait le courage de reconnaître les failles qu'il y a dans la Comio Paris-Saclay, qui prend de plus en plus d'ampleur sur l'UVSQ. Et voilà, un président qui soit au service des droits des étudiants et qui fasse des propositions qui aillent dans ce sens. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, demain, journée de mobilisation. On retrouvera donc les étudiants de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines à 11h, c'est ça, devant le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, aussi à la faculté.
Tout autre sujet à présent, parlons d'immobilier d'entreprise, grands groupes internationaux, PME et centres de recherche. Ils sont nombreux à choisir l'Île-de-France ou encore les Yvelines pour y développer leur activité. Mais que recherchent les entreprises pour s'installer dans la région? L'Île-de-France et Saint-Quentin-en-Yvelines en particulier sont-ils toujours une région d'innovation propice aux entrepreneurs? Les réponses avec Fanny Bourdillon. C'est dans les locaux de l'ORIE que l'on étudie le marché immobilier d'entreprise en Île-de-France. Chaque année, 3 études en moyenne y sont réalisées. L'Observatoire a constaté qu'avec un parc de 53 millions de mètres carrés de bureaux, l'Île-de-France est première d'Europe, mais l'offre a besoin d'être modernisée. L'attractivité économique en Île-de-France, aujourd'hui, est un petit peu pénalisée par l'offre de qualité. Donc on est plus dans le renouvellement que dans la construction. Aujourd'hui, le parc de bureaux parisiens est assez obsolète, en partie, est assez obsolète. Donc plutôt, on est dans la modernisation du parc qui permettra d'avoir une offre de qualité et de pouvoir répondre aux besoins des entreprises, notamment locales, mais aussi internationales. Dans les Yvelines, c'est dans les années 90 que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est affirmée comme un pôle d'affaires dynamique. Aujourd'hui, c'est le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien après la Défense. Une preuve que l'agglomération conserve de nombreux atouts pour les entreprises. D'abord, la proximité de la capitale, puisque Saint-Quentin est situé à 20 km de Paris. C'est aussi, on l'a dit, le tissu dynamique des entreprises, des grands noms, des grandes sociétés, des TPE innovantes, des laboratoires de recherche, un pôle universitaire très dynamique et également des logements. Le développement des transports, mais aussi l'intégration de Saint-Quentin-en-Yvelines au cluster Paris-Saclay devrait permettre à l'agglomération de renforcer son attractivité dans les années à venir. Retour à présent sur le trophée de robotique qui se déroulait à Saint-Quentin-en-Yvelines le week-end dernier, une compétition qui permet aux jeunes de 7 à 18 ans de travailler en équipe et de se familiariser avec les outils de technologie de demain. La ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux accueillait la finale régionale, un reportage signé Wilfried Richy et Camille Lambert. Elles étaient 42 équipes à s'affronter lors de cette 15e édition des trophées de robotique d'Île-de-France organisée par Planète Science, une association de vulgarisation. Et ce sont les représentants d'Issy-les-Moulineaux qui l'ont emporté. C'est notre 3e année et comme toutes les années, on l'a fait en Lego. Et cette année, on a rajouté quelques pièces imprimées à l'imprimante 3D. Et on a tous participé. Et c'est trop cool d'être premier, quoi. La compétition aura duré près de 10 heures, rythmée par des matchs d'à peine quelques minutes. Sur le terrain, des robots téléguidés, élaborés par des jeunes élèves de primaire, des collégiens, des lycéens. Si un cahier des charges doit être respecté, chaque équipe doit trouver le détail qui fera la différence. Cette année, la thématique, c'est la plage et différentes actions doivent être réalisées par les équipes suivant un cahier des charges. Donc ce cahier des charges est très libre, les équipes peuvent faire comme ils veulent, donc ils peuvent utiliser les matériaux qu'ils souhaitent, donc des Lego, des mécanos ou du bois, du balsa, comme ils souhaitent, et du moment qu'ils puissent marquer des points, donc en fonction des actions qu'ils peuvent réaliser, ils peuvent marquer plus ou moins 2 points. Sur le podium aux côtés d'Issy-les-Moulineaux, Savigny-le-Temple ou encore Neuilly-sur-Marne, ces 3 équipes représenteront la région les 9 et 10 avril prochains lors de la finale nationale dans l'Aisne. Et comme chaque mercredi, on passe à notre chronique environnement avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Alors cette semaine, vous allez nous présenter plusieurs rendez-vous autour du développement durable et du jardin. C'est un week-end chargé pour les amoureux des espaces verts et de la nature. La commune de Guyancourt propose tout un après-midi autour du développement durable. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Le but, sensibiliser le public guyancourtois et saint-quentinois. C'est ce que nous explique Sonia Durand. Elle est chargée de mission développement durable à la commune. On sensibilise les habitants sans aucune once de culpabilité, mais plutôt dans un esprit de solidarité, dans un esprit éthique, dans un esprit aussi d'amusement, de joie, parce que le développement durable, finalement, c'est juste un nouveau mode de vie, plus confortable pour soi et pour la planète, mais dans un esprit de joie et non pas d'inquiétude. Et de nombreux acteurs de la commune seront présents pour animer divers ateliers. Il y aura un goûter bio, des séances de naturopathie. Vous pourrez aussi découvrir les animaux de la ferme ou encore réaliser des décorations naturelles avec des produits de récupération. Je laisse Sonia Durand vous présenter le reste du programme.
Il y aura des ateliers autour des légumes anciens, par exemple, de rempotage par les services des espaces verts de la ville. Il y aura des ateliers de sorties, des sorties pour aller voir les oiseaux du territoire avec la Ligue de protection des oiseaux. Il y aura des ateliers autour du pain et des céréales proposés par Guyancourt en transition. Alors, pour la journée du développement durable, c'est de 14h à 18h à la maison Théodore Monod de Guyancourt. L'entrée est libre et tout le programme est disponible sur le site internet de la commune dont l'adresse est sur l'écran. Alors ce programme, c'est seulement celui de fête du développement durable à Guyancourt, mais d'autres communes yvelinoises proposent des animations autour de la nature. Et c'est le cas de Manille-les-Hameaux qui, comme chaque année, invite Manicois et autres amoureux de la nature à venir lui donner un petit coup de propre. Le printemps est là depuis le 20 mars et c'est l'occasion de faire le grand ménage. Alors rendez-vous au parking du stade Jacques-Anquetil et au bassin du Buisson à 9h. Pensez à vos gilets jaunes et à mettre de bonnes chaussures. Les gants et les sacs de ramassage seront fournis par les organisateurs. Et à Versailles, c'est plutôt le jardin et la promenade qui seront mis à l'honneur. Ce week-end, la Cité Royale ouvre à titre exceptionnel gratuitement le potager du roi avec des visites guidées. Durant 12 jours, le parvis Saint-Louis, la rue du Maréchal Joffre et la rue d'Anjou seront le théâtre d'ateliers. Plus de 70 exposants sont attendus avec la création d'un jardin éphémère ou encore des jeux olfactifs et gustatifs. Le programme est complet et là aussi à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup Mélanie. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, le point sur les perturbations dans les transports liés au mouvement de grève qui aura lieu demain. Seul un train sur 10 devrait en effet circuler sur les réseaux TER et Transilien sur la ligne N. Prévoir 2 trains sur 3. Sur la ligne U, aucun train ne circule entre la Verrière et la Défense. Prenez donc vos précautions. Le RER A et le RER B seront également perturbés. Quelques perturbations à prévoir également dans les métros. Sachez que la grève des cars Perrier sur le réseau Skibus sera également reconduite. Tout de suite, vous retrouvez Sephora Namani pour un nouveau numéro de Kiosque. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.